Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 19 du 4 décembre. Épisode exceptionnel. J'ai encore acheté une société alors que le CAC est à 6007. J'ai pas du tout suivi mes plans. On va voir tout ça ensemble. Avant ça, recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc déjà, présentation rapide du portefeuille. Je rappelle à ceux qui tombent sur ma vidéo pour la première fois qu'il y a une vidéo récapitulative de mon parcours boursier de mars 2020 à septembre 2022. Si vous tombez pour la première fois sur ma vidéo de portefeuille, je vous conseille fortement de commencer par la vidéo de présentation. Voilà, vous avez le lien en description de la vidéo. Ok, donc on commence comme d'habitude par le fichier Excel. Donc le fichier Excel, on peut voir que j'ai rajouté 800 euros cette semaine. Je vous ai dit, j'ai fait un achat. Alors, d'après mon fichier Excel, il me dit que j'ai gagné 0,51% sur la semaine, mais c'est faux. En fait, comme j'ai rajouté de l'argent, il y a mathématiquement, voilà, j'ai monté de 0,51%, mais c'est faux. Je n'ai gagné que 10,85 euros, ce qui correspond réellement à 0,01% de mon portefeuille et non pas 0,51. Mais comme j'ai rajouté de l'espèce, ça fausse un petit peu les stats. Voilà, donc je vous le dis. Malgré tout, je suis obligé de compter comme ça, hein, je suis obligé de compter comme ça. Donc sur l'année, je perds toujours 1 406 euros. J'en suis à moins 8,52% depuis le 1er janvier, ce qui est pas bon du tout. Je fais 3% de moins que le CAC. Je fais 6% de moins que le CAC dividende réinvesti. Et je fais 15% de mieux que le CAC Mid and Small. Alors la semaine dernière, j'avais mis le CAC Small, je m'étais trompé. Voilà pourquoi il y a une grosse différence entre le CAC Mid and Small et le CAC Small. Le CAC Small, il est encore à moins 20%, je crois, donc je préfère qu'on me comparer par rapport au CAC Mid and Small. Ok, donc depuis mars 2020, j'ai un gain seulement de 737 euros, donc c'est vraiment pas terrible. Mais bon, c'est la première fois que j'ai investi en bourse, donc j'apprends. J'espère faire beaucoup mieux les 3 prochaines années. Donc j'ai rajouté 300 euros sur mon livret de développement durable cette semaine parce que j'ai fait des achats et que du coup ma liquidité ne représentait plus ma première ligne de mon portefeuille. Donc ça me dérangeait avec un CAC à 6007. Donc j'ai fait un effort supplémentaire. J'ai rajouté 300 euros d'espèces, ce qui me fait que j'ai 11,7% de liquidité actuellement. Donc très très faible pour un CAC à 6007. Et ma liste des courses n'a pas changé, mais du coup ma liste des courses, j'ai pas assez de sous pour tout acheter. Donc voilà, donc je suis en difficulté. J'ai acheté des sociétés qui faisaient pas partie de ma liste des courses. Donc je laisse un petit peu le suspense, même si peut-être que vous l'avez déjà vu. Pour mon rendement, donc le rendement, ça change pas grand-chose. Donc j'ai rajouté Big Ben. Voilà, j'ai doublé mon nombre d'actions Big Ben. Donc j'ai doublé aussi le montant du dividende. Donc c'est pas terrible. Je n'ai pas acheté Big Ben pour le dividende. Et j'ai acheté Rémi Cointreau. J'ai acheté Rémi Cointreau qui elle aussi n'est pas une société à dividende. Voilà, j'ai acheté pour la croissance long terme. On verra les fondants ensemble tout à l'heure. Donc voilà pourquoi j'ai un peu plus de dividendes que la semaine dernière, mais c'est vraiment pas terrible. J'ai un objectif de rendement de 5% sur l'ensemble des portefeuilles. Pour l'instant, j'y suis loin. Et j'en suis loin surtout parce que j'ai 3 400 € de retard sur ma stratégie dividende par rapport à la stratégie spécu croissance. Je vous rappelle que j'essaye d'avoir environ 50% de dividendes et 50% pour les autres. Et là, j'en suis très 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 loin. Ok. Alors, donc j'ai refait la répartition par investissement. Donc c'est uniquement les investissements, hein, c'est pas les montants actualisés au jour d'aujourd'hui. Donc on peut voir Rémi Cointreau qui est arrivé ici et Big Ben qui est fortement monté malheureusement. Malheureusement, voilà. J'avais pas trop le choix, j'estime que j'avais pas trop le choix de renforcer Big Ben. Mais on va voir que graphiquement, il n'y a aucun signe, on est toujours sous la moyenne mobile court terme. Très très dangereux Big Ben. Au moins Rémi Cointreau, j'ai un stop, on va en parler tout à l'heure. Par rapport à la prépartition par secteur, donc
Rémi Cointreau, je considère que c'est une société luxe. Voilà, j'ai préféré le prendre en compte comme ça, donc en luxe, et Big Ben en bien de consommation, donc il est là, il est un peu monté. Ok, sinon le reste, ça n'a pas trop changé. Et pour ce qui est de la répartition en taille d'entreprise, donc je suis toujours à plus de 60% en small and mid, je suis à 67% en small and mid, donc pas terrible. Rémi Cointreau, je pensais que c'était une big, donc en fait, a fait 9 milliards de capi. Pour l'instant, c'est une mid. Voilà, donc c'est une grosse mid. Et donc j'ai quand même 43% de mid and big. Voilà, donc bon, je compte quand même augmenter mes bigs pour la suite. Ok, donc on va commencer par le compte titre. Le compte titre, donc le CAC a fait plus 0,44% sur la semaine. Moi, j'ai fait plus 0,51%. Mais on a vu que c'était faux, on a vu que c'était uniquement technique. Voilà, donc j'ai seulement gagné 10,85% cette semaine, ce qui est pas terrible. Donc le compte titre, il est tout en vert, super. Total continue à bien performer. J'ai fait plus 0, elle a fait plus 0,77 sur la semaine. J'en suis à plus 84% depuis que je l'ai acheté. Total, donc Total, on est super haut sur Total. On est à pratiquement à des plus hauts historiques. Dividendes non réinvestis. Donc pour moi là, c'est des prix super chers. Beaucoup de gens se demandent s'ils commencent pas à vendre, s'alléger, tout ça. Bon, je le comprends largement. Voilà, moi j'ai 3 400 € de retard sur les dividendes, donc je me renforce pas, je trouve ça hyper cher à ces prix-là. Il y a le dividende qui sera enlevé du cours de bourse le 6 décembre, c'est-à-dire mardi. Voilà, et du coup j'ai trop de retard sur les dividendes, donc je garde, hein, je garde 8% de rendement, même si c'est sur le compte titre, je garde. Ok, Ubisoft, elle a fait plus 6 sur la semaine, super, j'en suis toujours à moins 42 depuis que je l'ai acheté. Hop, donc Ubisoft, grande tendance baissière. La dernière fois que j'ai renforcé, c'était là, aux alentours de 38 € je crois, le 7 septembre, donc grosse erreur. Ça a perdu 30% depuis. Bon, 25% maintenant, mais ouais, 33% au pire, hein, donc bon, je me suis fait avoir. Je pensais que les 40 tiendraient mieux que ça. Grosse erreur. Donc on est tombé à 26. Là, ça se reprend un petit peu. 6% la semaine dernière, donc c'est super. Surtout vendredi, grosse hausse. Voilà, on est repassé au-dessus de 52 RSI. Bon, c'est légèrement accumulé. On est très très bas à ces prix-là. Moi, je vous le dis aussi. Je sais pas si on peut pas aller plus bas. On peut toujours aller plus bas, hein, mais à ces prix-là, ça paraît quand même des prix super intéressants pour du long terme. Éventuellement, si ça tombe à 20 €, bah, personnellement, peut-être que je me renforce. Mais même à ces prix-là, voilà. Bon, moi, j'ai pas assez de cash, je renforce pas, mais je comprends ceux qui le font. Ok. Cumulus Vape, elle a fait plus sur la semaine, j'en suis à moins 15% sur le compte titre. Je vous rappelle que j'ai la même ligne sur le PEA. Sur le PEA, mon PRU est moins bon. Mon PRU est moins bon. Il est encore plus mauvais. Voilà, plutôt dire comme ça. Sur mon PEA, mon prix de revient est encore plus mauvais. En graphique, ça nous donne quoi? Alors, en graphique. En graphique, on était passé au-dessus des M200 jours, là, c'était super. Depuis lundi, malheureusement, vendredi, on est repassé en dessous. Donc, ça se cherche, il y a toujours des OCAB, ça, sur le dossier. Depuis la sortie des chiffres, ça performe bien. RSI toujours au-dessus de 50, avec du volume. Mais bon, il y a une pression baissière avec les OCAB et ça, je suis pas sûr que ça aille très 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 vite, hein. Voilà. Donc, à voir, j'en suis très confiant sur l'avenir, mais à court moyen terme, je sais pas trop ce que ça va faire. Zilam, elle a fait plus 0,30 sur la semaine. Ah oui, alors pour une fois, j'ai pris les perfs, je les ai calculés moi-même sur les graphiques, donc c'est les vraies performances du vendredi au vendredi. Voilà, je vais faire ça comme ça maintenant. Je prends plus les chiffres de Boursorama, ils sont tous faux. Je comprends pas pourquoi Boursorama prend des chiffres comme ça. Bref. Donc Zilam, elle a fait plus 0,30 sur la semaine, j'en suis à moins 30% depuis que je l'ai acheté. Je sais que j'ai pas de cash, je sais que je devrais mettre sur les dividendes, mais
Je me demande si je vais pas mettre quand même 300 balles sur Xylam parce que ces prix-là, c'est super intéressant. Ça ferait grandement baisser mon PRU, je pourrais récupérer du cash plus rapidement. Voilà, et je suis assez serein sur le fait que ça dépassera pas les 29 € en clôture Xylam. Voilà, mais bon, si je veux le faire, ce serait bien de le faire avant de dépasser les 34, quoi. Donc, faut que je me grouille éventuellement. Voilà, je le fais pas, on est à 6007 de CAC, mais sincèrement, j'y pense quand même. Donc, voilà, je vous le dis, c'est pas bien. Il vaut mieux renforcer ces sociétés qui performent que les sociétés qui ne performent pas, encore une fois, hein. Mais bon, voilà, ces prix-là, pour moi, c'est quand même des prix hyper intéressants. Ok, donc on a fait le compte titre. Avant d'aller voir le PEA, Xavier Delmas, l'excellent, l'exceptionnel youtubeur Xavier Delmas, nous a présenté les patrimoines de nos ministres cette semaine. Donc j'ai hésité, mais je me suis dit que j'allais vous montrer mon patrimoine moi aussi. Après avoir écouté la vidéo de Xavier Delmas, je trouve que mon patrimoine est... Voilà, bon, évidemment, j'ai pas leur salaire, j'ai pas leurs revenus, j'ai pas leurs études. Ils sont tous millionnaires, ou presque. Voilà, il y en a qu'une avec qui j'ai plus de patrimoine, a priori. Donc bon, voilà, si mon patrimoine, il est classé par taille de mes investissements. Donc mon premier investissement, c'est ma maison, ma résidence principale pour 80% de mon patrimoine. Donc ma maison vaut 151 000 euros. Il me reste 56 000 euros de crédit. Donc ce qui me fait, voilà, pour moi, j'ai 95 000 euros d'immobilier. J'ai 15 000 euros en bourse, comme on a pu le voir. Donc j'ai pris les chiffres à aujourd'hui, hein, 15 098. Voilà. Sur mon livret de développement durable, j'ai 3 000 euros. Donc moi, je déclare que 2 000 euros dans les vidéos, hein. Je me garde un peu de marge, on sait jamais. Ma voiture, ah oui, donc les ministres doivent déclarer aussi leur voiture. Donc je déclare ma voiture, voilà, j'ai une Clio 3, environ 200 000 kilomètres au compteur, donc ils vont entre 2 000 et 2 500 euros, je pense. Franchement, j'ai pas regardé. J'ai un intéressement d'entreprise à 2 400 euros. Bon, voilà. Mon entreprise ne me permet pas, ne me donne pas un intéressement tous les ans. Je place dès que je peux, mais il me donne pas tous les ans, ce qui fait qu'il est assez faible. Voilà, j'ai 1 000 € de liquidité bancaire au cas où. Et en souvenir de Madame Taubira, je vous ai mis mon vélo également, marque Between, enfin Decathlon, pour 300 euros. Donc voici mon patrimoine. Voilà, il me semble que tout le monde fait mieux que moi, hein. Enfin, en tout cas, nos ministres n'ont aucune valeur en bourse, franchement, pratiquement aucune. Donc ça, Xavier Delmas trouvait que c'était quand même c'est dur de pas investir dans l'économie réelle. Voilà, et au niveau de la taille de mon patrimoine, bah, il y en a une qui fait moins bien que moi, qui a que 30 000 € déclarés de patrimoine. Bon, franchement, j'y crois pas trop. À mon avis, elle a beaucoup plus, mais elle déclare pas trop. Donc voilà, voilà. Donc c'était mon patrimoine. Hop, on le reverra pas, je pense pas. C'était pour la blague. Peut-être l'année prochaine. Xavier Delmas refait une vidéo. Alors, qu'est-ce que vous voyez pas? Vous voyez pas Nikon tout en bas. Ok, donc j'ai fait deux ordres. Vous les voyez ici. J'ai acheté Big Ben au marché en dessous de 7 euros. Vous avez déjà parlé la semaine dernière que j'hésitais à acheter Big Ben à 7 euros, mais que je le faisais pas. J'avais pas assez de cash. J'étais trop déçu par Big Ben. Depuis que j'étais voir le site internet de Big Ben, franchement, pour une société qui capitalise 100 millions d'euros, j'ai trouvé ça franchement nul. Ok, peut-être qu'ils ont arrêté de faire un produit en particulier, mais du coup, tu l'enlèves de ton site internet. Là, ça faisait vraiment pouilleux, quoi, le site internet de Big Ben. Donc bon, malgré tout, j'étais trop en retard. J'étais trop en retard. Elle a trop baissé. Voilà, j'ai craqué, j'ai acheté un petit peu. J'ai doublé mon nombre de lignes. Donc j'étais à 500 euros d'investi. J'ai acheté à moins 50%. Donc j'ai acheté pour 250 euros de Big Ben en plus. Voilà, donc j'ai pas rajouté de nouveau 500 euros. J'ai pas doublé ma ligne en montant, j'ai doublé ma ligne en nombre de titres. Ok, et Rémi Cointreau, donc je culpabilisais tellement de remettre de l'argent sur Big Ben, sur lequel franchement mes sentiments sont en train de passer un petit peu, que j'ai souhaité compenser en achetant une société liste A, une société de très belle qualité, voilà, pour le long terme. Donc j'ai pas acheté au meilleur prix, on va voir ça ensemble. Ok.
Donc Coface, elle a fait plus 0 sur la semaine, donc c'est super rare. J'en suis à plus 5,85% depuis que je l'ai acheté. Euh, Coface, hein, je me suis pas trompé. C'est ça. Ok, donc Coface, dividende réinvesti. Dividende réinvesti, on a des plus hauts historiques. Donc dividende réinvesti, on a des plus hauts historiques. On est toujours en tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile court terme, au-dessus des M200 jours. Donc depuis 3 jours, là, ça latéralise, on va dire. Mais on voit des grandes mèches basses qui sont rachetées, pardon, et les cours qui restent au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc, écoutez, je trouve ça assez cher à ces prix-là. Assez cher. Graphiquement, c'est assez cher. Mais voilà, on arrive à la fin de l'année, ils ont fait leurs chiffres, ils n'ont fait aucun warning profit, rien du tout. Ils nous ont toujours dit que ça se passait très bien pour eux. Donc je m'attends à avoir un dividende entre 1,35 € et 1,50 €. À ces prix-là, ça fait encore 10% de rendement. Donc voilà, donc cher, c'est relatif. Voilà, donc dividende non réinvesti, ça donne plutôt ça. Je m'attends à ce qu'on aille potentiellement combler le gap des dividendes à 12,30. C'est pas un vrai gap, le gap de dividendes, hein, mais bon, à voir, à suivre. Et au sud, voir si ça comble pas le gap à 11,15. Ok. Atos a fait moins 5% sur la semaine. J'en suis à moins de 4% depuis que je l'ai acheté, donc il n'y a toujours pas de news. Alors les news, c'est que la VAT continue à se racheter, hein. On était à 16% du capital d'Atos qui était détenu par des shorters. On n'en est plus qu'à 12% en date de jeudi. Donc ça se rachète petit à petit. On était dans un canal baissier, haussier, pardon, qui a été cassé, qui a malheureusement été cassé par le bas. Donc je le prends plus en compte, c'est dommage, Maxime, il était super ton canal, mais là je le prends plus en compte. On a fait un plus bas mercredi 30 novembre, plus bas que le précédent. Donc techniquement, on est passé en tendance baissière, pardon, tendance baissière de court terme sur Atos, légèrement distribuée, avec très peu de volume. Bon, moi je m'attends à ce que ça zigzague, hein, entre 10 et 12. Ouais, en tout cas, je pense pas qu'on retrouvera les prix à 8. Sincèrement, je pense pas qu'on retrouvera les prix à 8. Lavat se rachète. Il commence à y avoir des bonnes news sur Atos. Ils sortent un peu du bois. Le management se bouge un petit peu. Voilà. Donc, j'espère qu'ils feront pas d'ACA. C'est la seule chose qui me fait très, très peur. Pour l'instant, ils nous disent que non. Mais il faut savoir que les propos des dirigeants ne les engagent que pour une durée de 6 mois. Donc là, ils nous ont dit fin novembre qu'il n'y aurait pas d'ACA. Les propos les engagent jusqu'à fin mai. Fin mai uniquement, et la scission est prévue à partir du deuxième semestre 2023. Donc, si début juin ou début juillet, le PDG de Atos nous dit je fais une ACA pour financer la scission, il nous aura menti, mais aux yeux de la loi, il aura le droit. Voilà, donc je vous dis, faire gaffe, faire gaffe. Orange, elle a fait moins 2,78% sur la semaine. J'en suis à plus 0 depuis que je l'ai acheté, elle fait rien. Donc à ces prix-là, pour moi, c'est des prix intéressants pour un début de ligne pour un investisseur. Et ensuite, à chaque fois qu'on passe en dessous de ton PRU, c'est un prix d'achat. Là, on n'a pas réussi à passer la résistance des 9,80, 9,97, enfin 9,89, 10 euros, pardon, 9,90 euros. Donc on l'a pas passé, ça repart au sud, ça casse le support oblique de court terme. Donc en tendance de court terme, on est baissier avec du volume. Voilà, j'ai rien vu donc comme news, il me semble pas qu'il y ait quelque chose de spécial. Voilà, donc éventuellement, si ça retourne sur les 9, encore une fois, je me renforce. Et peut-être pas seulement le gap maintenant, peut-être qu'à 9-10, je me renforce également, sachant que j'ai 3 000 € de retard sur ma stratégie dividende. Amundi a fait plus 2 sur la semaine, j'en suis à moins 10 depuis que je l'ai acheté. Donc Amundi, elle est passée au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, donc super. Elle a très très bien performé depuis avoir touché les points bas à 41-42 là.
Il y a une petite consolidation arrivée à 56 euros. On a légèrement cassé les 23,6 de Fibo, mais on est reparti avec un peu de volume. On est toujours resté au-dessus de 52 RSI. Et là, on est repassé au-dessus des M200 jours. Donc très très bien. Que ça performe. Écoutez, moi je le vois bien performer. Si éventuellement ça repart en dessous de 48, je me renforcerai, voilà, même si on était beaucoup plus bas. De nouveau, j'ai 3400 euros de retard sur ma stratégie dividende. Donc là, il faut que je me bouge un peu le cul. On est à 5 mois de dividendes. Ok. Reworld Media, elle a fait plus 0,18 sur la semaine. J'en suis à plus 1,35 depuis que je l'ai acheté. Donc Reworld Media, on avait touché un point bas là à 4,80 environ. Nous, on avait parlé de ce niveau des 5, 4,85 euros. Donc la dernière fois que je me suis renforcé, c'était à 5 euros le 27 septembre. Et depuis, ça latéralise. Ça latéralise entre 5,30 et 5,80, on va dire, 5,70. Donc voilà, donc faut qu'on arrive à s'extirper de ce range, de cette résistance, pour aller essayer de tester MM200 jours et voilà, dépasser les 6 euros, ce serait cool. Sinon, s'attendre éventuellement à que ça retourne sur les 4,85 euros, voire les 4,50, voire éventuellement peut-être MM200 jours, un peu plus bas à 4 euros aujourd'hui. Ruby a fait moins 1,50% sur la semaine. J'en suis à moins 5 depuis que je l'ai acheté. Ruby. Donc Ruby, tendance baissière, hein, grave tendance baissière. Elle a sorti des super chiffres. Pardon, Stella a des super chiffres, mais ça veut pas. Ça veut pas. Donc ça a fait un point bas à 20, 21 euros environ. Depuis, ça a bien performé. Là, on latéralise sous M200 jours. On reste au-dessus de 52 RSI. Tout ce qui manque, c'est un peu de volume. C'est légèrement accumulé. Écoutez, moi j'ai espoir que ça accumule à ces prix-là pour pouvoir avoir suffisamment de force pour passer enfin même 200 jours, ainsi que la résistance, ça serait cool, et qu'on puisse enfin repasser au-dessus de mon PRU. C'est mon scénario éventuellement, si le CAC performe. Si le CAC ne le performe pas, bon, bah, il faudra s'attendre à retrouver les 22 euros environ, j'imagine, et peut-être qu'à ce niveau-là, je me renforcerai, même si jusqu'à présent j'ai toujours dit que je ne le ferai pas. Voilà. J'ai 3400 euros de retard sur ma stratégie dividende. ST Micro, moins 1,33% sur la semaine. J'en suis à plus 17% depuis que je l'ai acheté. STM. Donc là, on n'est plus à des prix d'achat pour moi. On n'est plus à des prix d'achat. On est parlé des prix beaucoup plus intéressants avant. Donc, on a bien performé après avoir touché un poids bas à 30 euros là, début novembre. Depuis, ça a bien performé. On consolide latéralement au-dessus d'un support et au-dessus d'un M200 jours. Donc, super. Au-dessus des 38,2 de Fibo, très très bien. Voilà, dernièrement, dans les 3 derniers jours, c'est légèrement distribué avec du volume. Mais bon, on continue à latéraliser. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc tout va dépendre de la macro pour moi. Et vu les news que j'ai entendues ce week-end, écoutez, je suis relativement confiant. Les, les manifestations en Chine ont fait peur au parti communiste chinois. Qui a priori se détend largement au niveau de cette stratégie Covid 0. Donc voilà, donc j'ai bon espoir, écoutez, que lundi quand même ça performe bien, que voilà, sur cette news, que les marchés reprennent un petit peu d'espoir jusqu'à la fin de l'année. Écoutez, c'est ce que je joue avec mes achats là de la semaine dernière. Donc on va voir, rester micro, se latéralise à plat, on va voir ce que fait le marché certainement, hein, certainement. Eurofins, elle a fait plus 0,7 sur la semaine. J'en suis à plus 9,50 depuis que je l'ai acheté. Eurofins, je me suis renforcé il y a 2 semaines. Pardon. Ouais, la dernière fois que je me suis renforcé, c'était en dessous de 66 euros le 21 novembre. Depuis, ça latéralise. Un coup au-dessus de moyenne mobile court terme, un coup en dessous. Bon,
Ça, tout va dépendre des marchés de nouveau. Le RSI reste au-dessus de 50, il y a du volume. On n'a pas cassé les 50% de Fibo dans la consolidation. Donc on a quand même été plus bas que les autres, hein. Il y en a beaucoup qui sont restés au-dessus de 23,6, au-dessus de 38,2. Voilà, moi j'ai pris un risque en renforçant une société qui avait encore plus consolidé, hein. C'était pas la plus recherchée. Voilà, bon, malgré tout, je souhaitais me renforcer sur les sociétés santé. C'est ma seule. Voilà, et ça n'a rien à voir, mais j'ai vu EuroAPI là qui est passé à 17 €. Je l'ai pas vu de la semaine, du coup, on va aller voir. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Mais ça m'intéresse de savoir où on est EuroAPI. Ouais, voilà. Donc on a cassé le support à 17. Ça distribue légèrement. Ok. Donc pas sûr que ce soit un bon achat. En tout cas, les 17 € n'ont pas tenu. Pardon pour cette digression, pas pour avoir changé de sujet. Donc Eurofins, toujours sous résistance au pic baissière. À voir ce que ça va faire. Sincèrement, c'est dans un corner là. À voir ce que ça va faire. C'est pas sûr du tout. Crédit Agricole a perdu moins 2% cette semaine. Il me reste plus que 1% de plus-value dessus. Il y avait des rachats d'actions de la société Crédit Agricole qui rachetait ses propres actions jusqu'à maintenant. Et cette semaine, ça s'est arrêté. Donc la pression acheteur est légèrement descendue. Voilà, donc ça se voit. On est repassé en dessous de la MM200 jours. On est repassé en dessous de la moyenne mobile court terme. Voilà, il n'y a plus trop de volume, mais le RSI est resté au-dessus de 50. Donc qu'est-ce que ça veut dire, sincèrement? Je sais pas trop. J'ai légèrement changé mon canal. Donc le milieu de mon canal de long terme est descendu légèrement. Il est aujourd'hui à 8,78. Il me semble que c'est plus clean comme ça. Je cadre 90% des prix. Voilà, je prends pas les excès du coup. Ok, donc à suivre. Personnellement, je me renforce, ça retourne à 8 € et ensuite 7 €. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir au moins une bancaire dans son portefeuille. Avec la remontée des taux, ça devrait aider, j'imagine, le secteur financier. Et Croissance, ça fait moins 3% sur la semaine. J'en suis à plus 27% de bénéfices depuis que je l'ai acheté. Donc, ça va trouver un point bas là, à 58 € début octobre, et depuis, ça a très très bien performé. Donc, moi, j'avais acheté fin septembre à peu près à 60 €. Donc depuis, ça a bien performé. Là, ça latéralise à plat, au-dessus, en dessous des M200 jours. Voilà. Bon. Donc malgré tout, ça reste au-dessus des 23,6 de Fibo. Malgré tout, ça reste au-dessus de la moyenne mobile court terme. Malgré tout, le RSI reste au-dessus de 50. Donc je suis encore confiant pour que ça continue à performer. Croissance, graphiquement, rien n'est cassé. Rien n'est cassé. On peut éventuellement aller revoir le support à 73. Personnellement, j'aimerais beaucoup que ça retourne à 70-71. Il y a de fortes chances que je me renforce à 70-71 si on y va. Ouais, donc à suivre, parce que 70-71, ça voudrait dire casser la tendance de très très court terme, la haussière, casser les moyennes mobiles court terme, casser le support. Voilà, donc éventuellement pas faire de points bas plus bas que cela, donc rester un petit peu au-dessus, mais voilà, il y aura un risque que ça fasse des plus bas que le précédent, donc c'est risqué. Cumulus Vape, donc on l'a déjà vu sur le compte titre, elle a fait plus 2,33% sur la semaine. Donc sur le PEA, j'en suis à moins 20%. On l'a déjà vu en graphique tout à l'heure, donc c'est pas la peine de la revoir. Stellantis, elle a fait moins 0,33% sur la semaine, j'en suis à moins 2 depuis que je l'ai acheté. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Graphiquement, donc ça a touché un point bas là, mi-octobre. Depuis, ça a bien performé. Et depuis, ça performe bien. Écoutez, ça performe bien. Il n'y a même pas trop de latéralisation horizontale qu'on a pu voir pour les autres. C'est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc bon, là, ça a tapé une résistance à 15 €. Et depuis 2 jours, ça latéralise. Pour l'instant, on est au tout début. RSI toujours au-dessus de 50.
Ça a légèrement distribué depuis 2 jours, mais c'est très, très, très léger. Et le RSI, il est moyen, mais ça va. Donc, qu'est-ce que va faire Stellantis? Sincèrement, pour l'instant, j'en sais rien. Éventuellement, ça peut retourner voir même 200 jours à 13,53 et sinon aller vers les 15,40, 16 €. Voilà, donc pour l'instant, c'est haussier. Big Ben, donc Big Ben, je me suis renforcé cette semaine. Elle a fait plus 1% sur la semaine. J'en suis à moins 30% depuis que je l'ai acheté. Donc j'ai acheté en dessous de 7 €. Et graphiquement, on va voir que c'est vraiment pas moindre risque, pas du tout, du tout. Donc Big Ben, grosse tendance baissière, grosse tendance baissière. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. Voilà. Donc sa filiale Nikon a extrêmement bien performé. Elle a fait plus 30% sur la semaine. Mais Big Ben n'a pas suivi. Donc, il a fallu faire un choix entre racheter Big Ben ou Nikon. J'ai préféré racheter Big Ben. Il me semble qu'à ces prix-là, elle est sous-évaluée. À ces prix-là, on ne prend pas en compte la valorisation de Nikon dans ses comptes. Voilà, il y avait du volume en plus. Donc voilà, j'ai préféré racheter Big Ben. Écoutez, il n'y a rien de. Je sais pas ce qui vaut mieux le faire, hein, sincèrement, j'en sais rien. J'ai fait surtout le choix de baisser mon PRU sur Big Ben en fait. Voilà, j'étais à 14 euros. Là, je suis à 10,24 €. Donc c'était surtout ça. Donc il me reste encore 40%, j'imagine, à faire. Allez, 44% pour retrouver mon PRU. Donc le chemin va être long encore, mais beaucoup moins long que si j'étais resté à 14 € de PRU. Donc en tout cas, on est toujours sous la moyenne mobile court terme. Écoutez, il y a du volume. Le RSI, il est toujours en dessous de 50. Ça a accumulé depuis 2 jours, mais c'est léger. C'est super léger, donc il n'y a pas du tout de moindre risque. Ça y est, il y a des supports, il y en a d'autres beaucoup plus bas encore, hein, 6 €, 5 €, 4 €. Donc voilà, j'ai pris un risque. Écoutez, j'ai pris un risque. On verra si ça paye. Donc du coup, pour compenser ce risque, FOMO, hein, clairement, FOMO cette semaine. Jérôme Powell a fait un discours qu'il allait baisser l'augmentation, enfin, que l'augmentation des taux, la vitesse d'augmentation des taux allait diminuer, voilà. Donc je me suis dit que les marchés allaient bien prendre en compte. D'ailleurs, les marchés US, le jour où il avait dit ça, ont très très bien performé. Bon, et jeudi, vendredi, beaucoup moins quand même, donc à voir. Voilà, donc Jérôme Powell qui rassure, plus les Chinois qui rassurent également. J'ai voulu prendre le risque. Donc Rémi Cointreau, elle a fait plus 2% sur la semaine. Donc je l'ai acheté légèrement plus haut, ouais, je l'ai acheté 30 centimes plus haut que les prix actuels, plus les frais. Donc voilà, ma moins-value, c'est ça, c'est 30% plus cher que mon prix d'achat, plus les frais. Donc Rémi Cointreau, on va le voir en graphique et après on va aller voir les fondas. Donc Rémi Cointreau, c'est une tendance baissière elle aussi, hein, c'est une tendance baissière, tendance neutre, tendance neutre, tendance neutre on va dire. Ça fait alors avec les mèches, ça fait un point bas plus bas que le précédent, hein. Bon, mais en ligne de clôture, ça n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent, je pense pas. On va aller voir, je m'en souviens plus. En ligne de clôture, ça donne quoi? Voilà, en ligne de clôture, on a fait un plus haut, un plus bas, plus haut que le précédent. Donc, on est en tendance neutre. On est en tendance neutre. À 100 euros, il me semble que c'est des prix intéressants. On va aller voir les fondas, hein. On va aller voir les fondas, mais niveau graphique, on est sur un canal haussier depuis quelque temps déjà. Donc on peut dire de long terme. Un canal haussier de long terme qu'on a divisé en 4 parties, plus ou moins intéressantes. Là, on est encore dans le quart d'achat super intéressant.
Donc voilà, donc pour compenser un petit peu, mon achat sur une société moyenne comme Big Ben, j'ai voulu acheter une société, liste A, et largement liste A. Voilà, graphiquement, j'ai rien vu de spécial sincèrement, hein. J'ai rien vu de spécial à part du volume la veille, grâce à Jérôme Powell. Voilà, et des prix intéressants graphiquement, c'est tout ce que j'ai vu. Donc j'espère que ça a performé. Donc on va voir. Donc on va voir les fondas. Allez, on va essayer de pas être trop long. Donc sur zone bourse toujours. Ok, donc pour zone bourse à noter 4 étoiles et demie sur 5. Rémi Cointreau, donc à plus 90%, bien noté, donc super. Notre trading pourri par contre, hein, donc ça, faut faire attention. Donc Rémi Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognac, de spiritueux et de liqueurs. Le chiffre d'affaires par famille et de produits se répartit comme suit: cognac 72%, marque Rémy Martin et Louis XIII. On va les voir en grand, pardon. Donc liqueurs et spiritueux, ça représente 25% du chiffre d'affaires. Donc liqueur, marque Cointreau, marque Montgray, Saint-Rémy et Métaxa. Je connais pas trop l'alcool. Voilà. Après, Port Charlotte, Octomore, Westland, Domaine des Hautes Glaces. Le solde de chiffre d'affaires, 2,4%, concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires. La répartition géographique du chiffre d'affaires, donc 17,8% Europe et Moyen-Orient, 52% Amérique et 30% Pacifique. Donc ça paraît assez bien diversifié géographiquement. Voilà, au niveau de l'actionnariat, donc Andromède SAS, je sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine que c'est la société des fondateurs. Voilà, et après c'est assez éclaté comme pour les actionnaires. Et Rémi Cointreau détient en auto-détention 2,8% du portefeuille. Voilà, bon, je vois pas trop quoi dire de plus. Donc on va retourner sur la synthèse. Donc maintenant qu'on sait ce que fait Rémi Cointreau a un PER estimé 2023 à 28. Donc c'est assez élevé. Il y a un rendement très petit à 1,37%. Il y a une dette, mais il y a une petite dette qui correspond plus ou moins à un an de résultat net. Donc c'est vraiment une toute petite dette, hein. En un an et demi, ils peuvent rembourser leur dette, donc c'est super. Ils ont un flottant à 43%, donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'ACA sur la société. Il y a pas plus de... Il faudrait un flottant supérieur à 50% pour qu'il puisse y avoir une ACA. Ok. On peut voir que le résultat net entre 2023 et 2024 est attendu en hausse de plus de 10%. Donc très très bien, avec une dette en légère baisse. Mais bon, on a vu que la dette était vraiment très faible, hein. Donc on a vu un PER de 28, mais 2023, ça m'embête. Donc sur les chiffres d'affaires 2022, on a un PER de 44. Ok, super. Donc qu'est-ce que ça nous donne par rapport au PER historique? On a un PER historique à 36 sur Rémi Cointreau. Donc actuellement, on a un PER par rapport au chiffre de 2023 qui est en dessous, et par rapport au chiffre de 2022 qui est au-dessus. Encore une fois, je compte sur les Chinois pour essayer de faire monter un peu le tout. Donc, on va voir le chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a bien un chiffre d'affaires en progression d'année en année? Donc, entre 2018 et 2019, c'est pas le cas. Déjà, super. 2020, crise Covid, c'est pas le cas non plus. Donc, ça, on pouvait s'y attendre. En 2021, ça n'a pas repris les chiffres de 2020. Donc, pas cool. Par contre, en 2022, très forte hausse du chiffre d'affaires. Donc, certainement un rattrapage quelque part. Est-ce qu'on a un EBITDA en croissance d'année en année? Donc entre 2018 et 2019, oui, malgré un chiffre d'affaires qui n'était pas en hausse. Donc très bien. En 2020, pardon, il y a une baisse à cause du Covid. Donc ça,
c'est normal. Il reste quand même assez élevé. En 2021, on passe un EBITDA au-dessus de 2020, donc très très bien. Et en 2022, ça explose. Ok. Donc on a des marges d'exploitation entre 21% et 25%. Donc très très bien, les marges d'exploitation au-dessus de 20, ça, moi, ça me paraît très très bien. Est-ce qu'on a un résultat net supérieur d'année en année? Donc entre 2018 et 2019, c'est le cas, donc très très bien, malgré un chiffre d'affaires qui n'était pas en progression. Donc bon, c'est très bien. 2020, ça baisse, mais ça reste positif malgré la crise Covid, donc très bien. En 2021, ça se reprend fortement, mais ça reprend pas les chiffres de 2019. On n'a pas retrouvé les résultats nets de 2019 en 2021, c'est dommage. Et en 2022, de nouveau, ça explose. Donc on a une marge nette entre 11% lors du Covid et sinon plutôt aux alentours de 13-14. Et je sais pas trop encore si on peut prendre en compte cette marge de 16% sur Rémi Cointreau qui est uniquement due à l'année 2022. Donc on va voir. Donc est-ce qu'on a bien un bénéfice net par action en augmentation d'année en année? Donc entre 2018 et 2019, oui, c'est bien le cas. 2020, il y a une baisse due au Covid, mais ça reste positif, donc très très bien. En 2021, ça reprend fort, mais moins que 2019, donc dommage. Et en 2022, ça explose. Ok. Au niveau du dividende par action, donc il y a un dividende. Est-ce qu'il est en croissance chaque année? Donc il stagne entre 2018 et 2019, il baisse en 2020, crise Covid. Ok. Et ensuite, il reprend supérieur au prix de 2019. Donc on a vu que au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des EBITDA, du résultat net, en 2021, ça reprenait pas les chiffres de 2019, mais au niveau du dividende, ils ont souhaité quand même nous donner un dividende supérieur à 2019. Donc ça a compensé un petit peu le manque de 2020, mais ça montre aussi il y a une marge, hein. Il y a une marge. En 2019, par exemple, Rémy Cointreau euh, a distribué seulement 50% de ses bénéfices aux actionnaires et ils ont laissé 50% du bénéfice dans l'entreprise pour la croissance. Donc très très bien. En 2020, ils ont même gardé plus que 50% du bénéfice pour eux. En 2021, ils ont gardé moins que 50% du bénéfice, mais le ratio reste quand même très très bon, hein. Ils ont beaucoup beaucoup de marge encore pour nous augmenter le dividende à l'avenir, surtout vu les chiffres de 2022, voilà, où ils sont restés sur un dividende égal à l'année 2021, alors que tous les chiffres de 2022 ont explosé. Donc on va voir ce que ça va faire au niveau des marges nettes et du dividende pour Rémi Cointreau à l'avenir. Moi, je suis très confiant pour que ça augmente, pour que tout augmente. Voilà. Donc, et est-ce qu'on a des actions nombre d'actions qui augmente d'année en année? Ça serait pas une bonne chose. Donc, c'est pas le cas. C'est légèrement le cas. C'est légèrement le cas. C'est légèrement le cas. Ok, et c'est pas le cas. Donc bon, c'est léger. C'est très léger quand même. C'est très très léger. Donc pourquoi? Bon, faudra creuser, savoir pourquoi est-ce que c'est les dirigeants qui s'octroient des titres gratuits ou est-ce que c'est de façon plus classique à tous les membres des employés de Rémi Cointreau qui touchent une participation de leur entreprise, ce qui serait normal. Ok. Donc on a vu Rémi Cointreau, je pense que ça va être un peu long. Métropole TV, elle a fait plus 5% sur la semaine, a continué à super bien performer. J'ai plus que 2,50% de moins-value sur Métropole, pardon. Alors, où est passé le graphique? Pardon. Métropole. Métropole TV, on a touché les 10 euros. Là, fin octobre, pardon, fin octobre, on a touché les 10 euros. Depuis, ça a super bien performé. Ça a pris 41% en ligne droite.
OK, et on arrive comme une balle, comme une fusée sur M200 jours. Donc, en arrivant aussi vite sur M200 jours, il y a de fortes chances que ça se casse la tête, que ça latéralise au minimum. Et si on pouvait la rechoper plus bas, bon, les 10 euros, j'y crois plus trop, hein, mais les 13, déjà, ça serait pas mal, quoi. Aux alentours des 23,6 de Fibo. Et les 12, ça serait mieux, hein. Les 12, ça serait encore mieux. Le bas de mon support, environ les 50% de Fibo. Voilà, bon. Après, d'après mon canal de long terme que j'ai mis sur Métropole, on est toujours en dessus, en dessous du milieu de ce canal, hein. Donc les prix, d'après le long terme, restent quand même intéressants à ces prix-là. Le dividende est très bon. Et en plus, j'espère qu'ils vont le doubler cette année, à faire un petit dividende exceptionnel pour compenser le fait qu'il n'y a pas eu de rachat sur Métropole. Ok, donc à suivre. Là, ça arrive très très fort, très très vite. Moi, je m'attends à une conso. Et éventuellement, si ça passe, bah, écoutez, tant mieux, hein, super. Accumulé, en surachat, avec du volume. Ok, et pour finir, donc Nekon, pour finir, elle a fait plus 30% sur la semaine, donc énorme. Il me reste 10% de moins-value sur Nekon. Donc il y a eu des chiffres sur Big Ben Nekon, hein. Mince, j'ai pas dit. Hop, ok. Donc Nekon prévoit une légère progression du résultat opérationnel courant annuel. Donc on a mis les chiffres sur le Discord. Donc pour Big Ben, ce qu'on peut voir en plus grand, voilà. Une augmentation du chiffre d'affaires. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est le premier semestre d'exercice 2022-2023 du 1er avril au 30 septembre 2022. Donc exercice décalé sur Big Ben. Ils ont fait plus 11% de chiffre d'affaires entre septembre 2020, entre septembre 2021 et septembre 2022, donc très très bien. Une marge brute supérieure de 26%, très très bien. Donc une augmentation des marges. Ouais, bon. Un EBITDA en augmentation de plus 15%, un résultat opérationnel en augmentation de 19,6%. Donc ils ont enlevé les éléments non récurrents, ce qui nous fait un résultat opérationnel en augmentation de plus 153%. Ok. Un résultat avant impôt en augmentation de plus 13% et un résultat net sur la période en augmentation de plus 10%, 9,6%. Donc très très bien les chiffres de Big Ben. Euh, Nekon nous avait sorti un warning profit, je crois. Alors j'ai pas compris. Donc les chiffres moi pour Nekon, voilà, sur la même période, donc les 6 premiers mois de l'année euh, de Nekon. Donc un chiffre d'affaires en augmentation de plus 6%, une marge brute en augmentation de plus 25%, un EBITDA en augmentation de plus 20%, un résultat opérationnel courant en augmentation de plus 30%. Donc ils ont enlevé les éléments non récurrents, ce qui fait un résultat opérationnel de plus 119%, un résultat avant impôt de plus 145% et un résultat net de la période de plus 123%. Donc en voyant ces chiffres-là, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait un warning profit un mois avant, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, certainement que je suis pas le seul à pas avoir compris, hein, parce qu'au niveau du graphique, Nikon, Nikon quand même, c'est là quand ils nous ont dit que warning profit fin octobre, ça a quand même cassé les plus bas historiques. On a perdu 50% de la valeur. Alors, on était là, on a perdu 35% sur la valeur. Et en fait, ils nous sortent des chiffres magnifiques. Donc je comprends rien. Sincèrement, moi je comprends pas. Je comprends pas trop. Donc voilà, en tout cas, ça a fait plus de pourcent sur la semaine avec du volume. RSI très fort, mais pas jusqu'au surachat. C'était accumulé. Voilà. L'excellent youtubeur et président de Next Momentum, Laurent Albi. On a fait une analyse technique
jeudi, je crois, mercredi ou jeudi, en disant que c'était super, que ça pouvait que aller, que pour lui, vu la force, ça allait dépasser le gap au Détroit 29 et aller encore plus loin, voir les 4 peut-être potentiellement. Bon, donc à voir. Pour l'instant, il avait dit également que ça ne consoliderait pas, donc malheureusement ça consolide. Donc effectivement, énorme force sur Nikon, énorme force, mais les chiffres étaient très très bons. Donc on était largement en dehors des Bollinger sur Nikon, et là on se replie légèrement au contact de la résistance, mais on a tellement bien performé qu'on est toujours en dehors des Bollinger, donc ça m'étonne pas. Voilà, donc à voir ce que ça va faire Nikon, sincèrement j'en sais rien. Ça paraît extrêmement bien parti. Ça paraît extrêmement bien parti. Ok, j'ai l'impression que j'ai été super vite. Je sais pas si j'ai oublié des choses. Non, bah écoutez, tant mieux, hein. Pour une fois, j'étais un peu vite. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. J'espère que vous n'avez pas oublié de mettre des pouces. C'est super sympa de mettre des pouces, c'est motivant. Voilà, donc prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.